Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti et sur News Africa 24. C'est une chaîne d'information continue en ligne qui a pour vocation de parler de l'Afrique et de ses diasporas. Vous avez compris, ce soir, nous sommes dans l'émission où nous avons un invité qui est Daher Ahmed Farah. Soyez les bienvenus Daher. Merci Mahmoud, et merci Jean-Célestin. Je suis donc à votre disposition, si j'ose dire. Merci Daher, et vous allez être interrogé Daher, tu vas être interrogé par Jean-Célestin. Jean-Célestin Ngangé et moi-même, Mahmoud Chama. Bienvenue. Pour commencer Daher, nous allons faire dans cette émission, nous allons commencer par le monde, ensuite l'Afrique, et enfin, Djibouti. Ce qui va commencer, c'est Jean-Célestin sur le monde, des questions sur le monde. On voit le monde évolue et nous allons vous poser quelques questions d'ailleurs. Avant de poser les questions concernant l'actualité mondiale, peut-être dire quand même deux mots sur notre invité qui a un parcours, j'allais dire, tellement riche et presque impressionnant. Lui, j'aime pas qu'on le dise, mais je vais quand même le dire, l'ancien militaire qui est devenu par la suite journaliste, qui a été enseignant, qui a dirigé un établissement, qui est aujourd'hui docteur en sciences de l'éducation et de la formation, et qui est en même temps chercheur associé au sein du FOAP, et qui est une structure qui est implanté à l'ACNAM, au Centre national des arts et métiers. Donc, d'ailleurs, est acteur politique aussi, puisque après avoir milité longtemps, il était même pratiquement l'un des dirigeants du PRD, il est devenu par la suite le principal parti d'opposition au sein du MRD, qui est un parti qui apparemment empêche le président Ismaël Omar Guelleh de dormir, et il a donc plusieurs casquettes, et c'est important que le téléspectateur le sache, qu'il sache que c'est quelqu'un qui est bien assis et qui a la capacité de parler non seulement de Djibouti, mais parler également du monde entier. Alors, pour parler de la sécurité mondiale, peut-être commencer d'abord au plus loin, ce qui se passe d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant au Moyen-Orient, au proche Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine. Ce qu'on a vu avec ce mouvement Hamas qui est intervenu dans la bande de Gaza, qui a causé pas mal de victimes, et la riposte d'Israël qui fait autant de victimes aussi. Quel regard vous portez sur cette situation? Comment faire pour en sortir? Merci Jean-Célestin. Il est vrai que la situation s'est subitement aggravée au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, suite à l'attaque surprise et massive que le Hamas, un mouvement palestinien, un mouvement armé palestinien, a mené samedi 7 octobre contre Israël. Ces hommes sont entrés sur le territoire israélien et tué des militaires, des policiers, mais aussi des civils, de nombreux civils, sèmant ainsi la terreur. La riposte n'a pas été moins massive, qui continue. Gaza est soumise à un siège militaire, bombardée de manière intense et détruite d'autant. C'est donc un massacre qui continue, qui a commencé samedi 7 octobre et qui continue au moment où nous parlons. Cela ne nous laisse pas tout à fait, cela ne nous laisse pas bien sûr indifférents. Nous autres n'avons pas l'émotion sélective, quelle que soit la victime humaine, qu'il s'agisse d'Israéliens, de Palestiniens ou autres. Nous sommes touchés par le spectacle de la mort, du sang qui coule et de la désolation. Mais nous pensons qu'au-delà de l'émotion du moment, il faut que la raison reprenne ce droit. Nous sommes ici face à un problème politique. C'est un problème politique qui se pose au Proche-Orient. Chacun des deux peuples aspire à un État et à la paix à l'intérieur des frontières de cet État.
Et il est vrai que la terre, cette terre du Proche-Orient est une terre riche d'histoire, des significations religieuses à la fois pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ce qui explique d'ailleurs les problèmes qui se posent entre Palestiniens et Israéliens, chacun de deux peuples aspirant à un État sur cette terre. Or, il y a de la place pour les deux peuples sur cette terre. L'État d'Israël existe depuis 1948. Une résolution des Nations Unies l'a reconnu en 1947, en novembre 1947. C'est ce fameux plan de partage de la Palestine entre un État israélien et un État arabe. L'État d'Israël a été proclamé en mai 1948, si je ne me trompe. Et donc l'autre État aussi a été reconnu puisqu'il s'agissait d'un plan de partage. L'État palestinien est lui aussi, de manière potentielle, reconnu dans la mesure où une autre résolution des Nations Unies fait référence à des territoires occupés, aux territoires occupés lors de la guerre de 6 jours en 1967 par Israël. Et ces territoires, donc, sont palestiniens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est cette résolution des Nations Unies qui le dit. Et il n'y a pas de raison que de la même manière qu'Israël a pu constituer un foyer national et proclamer un État national, que les Palestiniens n'aient pas leur État sur le territoire occupé. Si je ne me trompe, c'était le sens des accords d'Oslo qui ont été signés en 1993 par Yasser Arafat, le défunt Yasser Arafat, et le premier ministre israélien d'alors, Yitzhak Rabin. Malheureusement, on constate que ça n'avance pas. Malheureusement. On a l'impression de faire du surplace, malheureusement. Même peut-être pire même que tout à fait. Qui est encore chamboulé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Tout à fait. Il n'y a pas 36 solutions. La seule solution qui vaille est une solution politique. La solution à 2 États. À problème politique, solution politique. Il ne peut pas y avoir d'autre solution. La violence n'est pas la solution. Si c'était le cas, cela se ferait. Le sang coule depuis 1948 entre Palestiniens et Israéliens. Et le problème est toujours là, posé. Plus posé que jamais. La solution est politique. Qu'on le veuille ou pas, elle est politique. Il faut un État palestinien de la même manière qu'il y a un État israélien. 2 États vivant côte à côte et dans la paix. C'est la solution et la seule. Je n'en vois pas d'autre. D'ailleurs, le monde évolue rapidement et dangereusement. En plus de ce que vous venez d'indiquer sur le Proche-Orient, il y a aussi une guerre qui est aussi à la porte de l'Europe aujourd'hui, la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Quelle sortie? Parce qu'on a l'impression que le monde aujourd'hui, c'est en train de se diviser en 2 blocs. Et dangereusement, on se dirige vers quelque chose que pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va advenir, mais en tout cas, qui semble être dangereux. Quelle solution pour ce qui se passe, la guerre en Ukraine? Quelle solution? Quelle sortie des crises? Il est vrai que l'état du monde n'est pas rassurant. Nous venons de parler du Proche-Orient. Il y a aussi cette crise ukrainienne, la guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Là aussi, c'est pareil. Les dialogues, il n'y a pas la violence. Peut-être que l'Ukraine peut être occupée, mais jusqu'à quand? Il faut un dialogue. Il faut que le puissant de ces mondes revienne à la raison et comprenne que la seule solution entre le peuple, la seule solution pour pacifier les relations entre le peuple, c'est le dialogue. Chaque peuple a droit à une vie décente dans les cadres de l'état de son choix. Il faut respecter ce droit. Donc en Ukraine, il doit y avoir un dialogue entre Ukrainiens et Russes. Je pense que c'est possible si le partenaire de l'un et de l'autre y pousse. Donc là aussi, dialogue. Il y a aussi une initiative africaine qui a été lancée, mais qui n'a pas abouti, qui a échoué. Quelle autre solution? C'est vrai que le dialogue ne peut pas être imposé aux acteurs, aux belligérants. C'est aux acteurs d'accepter le dialogue. Les autres peuvent proposer
y pousser, accompagner, mais ne peuvent pas l'imposer. Si les intéressés, les premiers concernés ne sont pas prêts au dialogue, le dialogue ne peut pas avoir lieu. Nous ne pouvons donc, nous autres, de notre modeste position, nous ne pouvons que rappeler encore et encore la nécessité impérieuse du dialogue comme seule solution viable à toutes les crises de type politique qui se posent sur cette terre, dans ce monde. Alors, on a quand même le sentiment, quand on observe des choses de près, que ce soit en Israël, sur la bande de Gaza, ou en Ukraine, il y a une vraie remise en cause de ce qu'on appelle la communauté internationale. Dans le cas de l'Ukraine, la Fédération de Russie, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a attaqué, a agressé, a occupé, ou enfin, on prendra les mots qu'on voudra, un pays qui ne demandait pas cela. Dans l'autre cas, le cas d'Israël, qui est attaqué par le Hamas, mais qui réagit de manière peut-être disproportionnée, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ces institutions-là, l'ONU, la CEDEAO, la SADC, les différentes institutions sous-régionales aussi, est-ce qu'elles ont encore un rôle à jouer? Est-ce qu'on peut encore faire confiance quand on voit ce qui se passe? On a l'impression que tout le monde est déplacé, à commencer par ces institutions-là. C'est vrai que les Nations Unies ne semblent pas jouer pleinement le rôle qui est de veiller à la paix, de la rétablir si elle est rompue. Les Nations Unies, ce sont les États qui constituent ce monde et elles ne peuvent agir, les Nations Unies, que si ces États le lui permettent en tant qu'organisation. Ce qui se pose, je pense, au-delà de ces crises, c'est la pertinence même de l'ordre international issu de la Deuxième Guerre mondiale. Au-delà de la Première Guerre mondiale, mais particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale. Il est peut-être temps que les puissants de ce monde, mais aussi les moins puissants, se rassoient autour de la table et revoient cet ordre. Nous autres pensons que sans un minimum de multilatéralisme, sans un minimum d'équilibre entre les États du monde, il ne peut pas y avoir un système international efficace. Si il y a quelques 190 États, si je ne me trompe, à l'ONU, s'il y a une ONU à deux vitesses ou à géométrie variable, si la plupart des États ne sont là que pour faire de la figuration et que la décision n'est prise que par quelques-uns, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, ce n'est pas représentatif de l'état du monde, ce n'est pas représentatif du monde, pour le dire tout court. Il faut revoir, il y a quelque chose à revoir, c'est clair. La faiblesse, pour ne pas dire davantage, des Nations Unies, le commande que cet ordre soit revu. Cette communauté internationale, d'ailleurs, on a l'impression aussi qu'il y a deux blocs aujourd'hui qui sont en train de se dégager. Il y a le bloc occidental et il y a de l'autre côté les blocs aujourd'hui BRICS, qui est en train d'émerger et qui a introduit, en tout cas qui a fait adhérer d'autres membres aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur la montée en puissance des BRICS? Qu'il y ait un début de multilatéralisme, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal, mais il ne faut pas que cela devienne une seconde guerre froide. Il ne faut pas que l'émergence des BRICS, la montée en puissance des BRICS, nous fasse revenir à l'ère de la guerre froide, de la compétition entre puissants et donc de l'invisibilisation du reste du monde. Si cette émergence va dans le sens du multilatéralisme, de relations internationales plus équilibrées, tant mieux. Mais si c'est pour restaurer la compétition entre puissants, je ne suis pas sûr que cela apporte quelque chose de positif
aux relations internationales qui, dans l'intérêt de tous, doivent évoluer positivement. Est-ce que justement, ces relations internationales ne sont pas faites, j'allais dire, presque fatalement, pour être dominées par l'un ou l'autre des pays, puisque à l'intérieur des BRICS dont il parle Mahmoud Jama, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a l'Afrique du Sud, et bon, il y a de nouveaux États aussi qui ont adhéré, mais déjà, la Chine, qui est un géant économique, un géant démographique, n'est-elle pas déjà prédestinée, vu le chaos qui est en train de se construire sur l'ancien monde, n'est-elle pas prédestinée à devenir le nouveau géant politique et économique du monde? Si je comprends bien, les BRICS sont nés par réaction à l'ordre international dominé, disons-le, par l'Occident, emmené par les États-Unis d'Amérique. Donc, ce sera salutaire si c'est pour rééquilibrer cet ordre dans un sens d'une plus grande représentativité du monde. Mais si c'est pour remplacer une domination par une autre, je pense que nous ne serons pas avancés. Il est vrai qu'au sein de BRICS, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Brésil, il y a des poids lourds. Ils se connaissent, ces poids lourds. Je l'espère aussi, ils savent que des leçons doivent être tirées de cette période de domination qui a débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, domination donc occidentale, et donc agir de manière, j'allais dire, plus inclusive que c'est ce qui a été fait, que c'est ce qui a prévalu jusqu'ici. C'est peut-être ce qui motive un certain nombre d'autres pays. Certains y ont déjà adhéré. Je pense notamment à l'Argentine, à l'Éthiopie, en Afrique, à l'Égypte, aux Émirats arabes unis et à l'Iran. C'est peut-être ce qui motive, ce qui attire d'autres pays vers les BRICS. Voilà, donc les BRICS ne peuvent être une alternative que si ils sont mus par une vision inclusive pour un système international réellement multilatéral où le monde entier se reconnaisse. Justement, si on regarde dans ce monde qui est en train de se redécomposer, quel est le rôle de l'Afrique? On a l'impression que c'est en train de bouger en Afrique. Il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de se passer. Il y a eu pas mal de coups d'État. Certains ont parlé d'épidémie de coups d'État. Dans ce monde qui est en train d'évoluer, quel rôle doit jouer l'Afrique? Et surtout, lorsqu'on s'approche un petit peu encore, c'est cette Afrique francophone où on a l'impression qu'il y a un peu plus de problèmes que le reste aussi de l'Afrique. Alors, cette Afrique francophone, où on a eu pas mal de coups d'État ces derniers temps, où il y a eu des tensions avec la France, aujourd'hui avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Ma question est directe d'ailleurs sur les puissances occidentales qui ont des bases en Afrique. Est-ce que l'Afrique doit être un État où il y a des bases étrangères? L'Afrique, d'abord, n'est pas absente. L'Afrique s'exprime, agit, essaye de se faire entendre. Pas plus tard qu'au mois de septembre dernier, l'Afrique a parlé d'une seule voix à l'Assemblée générale des Nations Unies. Parmi les BRICS, il y a un pays africain, l'Afrique du Sud. Il y a l'Union africaine, oui, et bien à partir du 1er janvier prochain, il y aura l'Éthiopie et l'Égypte parmi les BRICS. Il y a l'Union africaine avec ses difficultés certes, mais elle est là, elle fait ce qu'elle peut. Il est vrai qu'il y a eu une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Afrique francophone. Après le Mali, il y a eu la Guinée, le Burkina Faso, et plus récemment le Niger, sans parler du Gabon. Il faut se demander pourquoi. Il faut se demander pourquoi cette série de coups d'État. Qu'est-ce qui les explique? Dans certains pays, il y avait une démocratie qui fonctionnait. Au Mali, c'est un président démocratiquement élu qui a été renversé. Au Niger également.
Pourquoi? Je pense que cela interpelle. Est-ce que, bon, ces coups d'État, il y a un point commun, ces coups d'État aussi, il y a un sentiment, un certain sentiment, que l'on appelle d'ailleurs, je ne sais pas si l'expression est bonne, un sentiment anti-français. Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais il y a un phénomène de rejet de la présence française dans cette partie du monde, particulièrement de la part de la jeunesse africaine. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi le jeune africain, parce que la population en Afrique, vous le savez, elle est majoritairement très jeune. Pourquoi ce jeune rejette la France? Et je ne pense pas que ce soit seulement un accès comme ça d'émotion. Ces jeunes vivent dans leur pays, ils font un certain nombre d'expériences, ils sont au chômage, ils sont dans la pauvreté, ils ne peuvent pas participer à la conduite des affaires dans leur pays. Ils voient, ils entendent, ils sentent. Ils voient aussi les relations entre l'Afrique, ancienne puissance coloniale, et les gouvernants en place, et l'impact que cela... Entre la France, vous voulez dire? Relation entre la France. Entre la France, l'ancienne puissance coloniale, et les gouvernants en place en Afrique, voilà. Ils vivent aussi l'impact de ces relations sur leur vie quotidienne. Disons les choses comme elles sont. La France officielle, je ne parle pas du peuple français, la France officielle, la France politique, la France gouvernante, à des degrés divers et d'une manière ou d'une autre, soutient les dictateurs en Afrique. Même si ces coups d'État n'ont pas concerné que des dictateurs. Je viens de le dire, des présidents démocratiquement élus ont été renversés. Je pense qu'il y a un vrai problème là, un vrai problème à considérer, à analyser de manière à avancer. L'on ne peut pas comme ça rejeter le bébé et l'eau du bain. Alors, vous parliez de cette jeunesse africaine qui visiblement semble avoir pris conscience des conséquences dramatiques sur l'immense majorité de la population, conséquences dues à la colonisation et les rapports presque biaisés entre cette France colonialiste et ces États africains aujourd'hui, pour la plupart en tout cas, et cette jeunesse, le fait qu'elle prenne conscience, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Que les jeunes prennent conscience de leurs problèmes, des problèmes de leur pays, est une bonne chose. Parce qu'après tout, il y va de leur avenir. Les jeunes d'aujourd'hui sont le dirigeant de demain. Les jeunes d'aujourd'hui sont l'écrasante majorité de la population, en moyenne entre 60 et 70% en Afrique. Donc que les jeunes prennent conscience des problèmes qu'ils vivent, qu'ils vivent au quotidien, dans leur vie de tous les jours, est une bonne chose. Maintenant, il faut que les jeunes posent aussi les bonnes questions. Il ne s'agit pas de réagir de manière émotionnelle et passionnelle. Il s'agit de poser les vraies questions, d'obliger de manière démocratique le gouvernant à les entendre, mais aussi le partenaire à les entendre. Parce que si les jeunes ne sont pas entendus, que se passera-t-il? Mais ce sera l'explosion après. Ce sera l'explosion. Aujourd'hui, ce sont peut-être des coups d'État, ce sont les militaires qui essayent de capter, comment dire, ces mouvements de jeunes. Mais demain, on ne sait pas ce que ce sera. D'autant qu'il y a le djihadisme, d'autant que les marchands de rêves ne manquent pas en Afrique. Il faut donc que les jeunes non seulement prennent conscience, mais qu'ils soient également entendus et qu'eux-mêmes fassent preuve aussi de sagesse. Même si jeunesse ne rime pas toujours avec sagesse. Mais je pense qu'il y a une jeunesse suffisamment mûre aujourd'hui en Afrique pour poser les vraies questions et essayer de trouver les vraies solutions. D'ailleurs, dans cette Afrique globale, il y a quand même des zones où c'est beaucoup plus problématique. Nous avons parlé tout à l'heure de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, mais il y a aussi la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique où le sang coule. Souvent, nous avons entendu ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, ce qui se passe en Éthiopie, ce qui se passe en Somalie, où il y a eu même la région autoproclamée, la Somaliland, où il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé. Quel regard portes-tu sur cette corne de l'Afrique où on a l'impression que le problème de l'Afrique aujourd'hui, ça concentre un peu plus sur cette partie?
Mais je ne peux vous dire qu'un sentiment de tristesse face à ce qui se passe dans cette corne de l'Afrique, qui a malheureusement trop souvent été troublée. Comme vous le dites, le sang continue de couler. La Somalie n'a toujours pas retrouvé sa stabilité. Les Chebabs sont actifs. Au Soudan, c'est la crise. L'Éthiopie ne s'est pas encore vraiment relevée de la guerre civile. C'est vrai, tout cela est très préoccupant. Et encore une fois, c'est le manque de dialogue qui explique encore cela. Si les uns et les autres s'écoutaient, si la société civile était entendue, s'il y avait un minimum, de vie démocratique dans ces États, si les peuples avaient droit au chapitre, pour le dire autrement, peut-être que nous n'en serions pas là. Vous le savez, il y a eu des dictatures en Afrique, dans la corne de l'Afrique. La Somalie a longtemps été dirigée par un régime militaire, l'Éthiopie aussi. Au Soudan, c'était le cas. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ce sont deux généraux qui se disputent les pouvoirs de manière sanglante. Et c'est triste, c'est triste. Il y a Djibouti aussi, qui fait partie de cette corne de l'Afrique. Nous allons y venir. Voilà, il faut que le peuple soit écouté. On ne peut pas éternellement considérer le peuple africain comme des grands enfants. Il faut arrêter avec cette logique qui a quelque chose à voir avec la colonisation, qui consiste à ignorer le peuple et pour les gouvernants à occuper à eux seuls l'espace politique et civil. Ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable. L'Afrique a une longue histoire, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau des premières civilisations, des civilisations brillantes. Je pense à l'Égypte, à l'Égypte antique, je pense au royaume du Kush et à bien d'autres. Donc, il faut écouter les Africains, ils ont beaucoup à dire à l'humanité. D'ailleurs, il y a une déclaration, en tout cas, qui a fait beaucoup couler d'encre dans la région. C'est la déclaration du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui a déclaré que 150 millions d'Éthiopiens ne peuvent pas être privés d'accès à la mer. Il a proposé un certain nombre d'options, dont fait partie Djibouti, dont fait partie Ceyla, la Somaliland, cette région Somaliland, pour permettre à l'Éthiopie d'accéder à la mer. Il dit, si aujourd'hui on ne fait pas la bataille pour que l'Éthiopie accepte, c'est l'existence même de l'Éthiopie qui est en cause. Est-ce que ça ne présage pas d'autres, on va dire, d'autres guerres et d'autres malheurs, d'autres sangs qui vont couler dans cette partie de la corne de l'Afrique? J'espère que non. J'espère que l'Éthiopie ne recourra pas à la violence pour obtenir un accès à la mer, car ce n'est pas une solution. Ce sera ajouter la violence à la violence. Si l'Éthiopie essaie de s'attaquer aux côtes somaliennes, les Somaliens réagiront comme un seul homme. Cela s'est vu à travers l'histoire. Lorsqu'en 2006, l'Éthiopie a envahi la Somalie, cela a réunifié. Il y a eu un élan unitaire national en Somalie qui a fini par bouter les forces éthiopiennes hors du pays. C'est vrai que l'Éthiopie est un grand pays, c'est le géant de la corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est, c'est le deuxième pays le plus peuplé du continent. Il est vrai que l'Éthiopie a besoin d'un accès à la mer, mais la violence n'est pas la voie la plus appropriée. J'espère que le Premier ministre Abiy Ahmed Ali réfléchira 2 fois avant de passer à l'acte, si telle est son intention. Il y a des pays côtiers qui entourent l'Éthiopie. L'Éthiopie utilise, nous le savons, le port djiboutien. Elle a utilisé le port érythréen. Pourquoi l'Éthiopie ne se réconcilierait pas avec l'Érythrée? Pourquoi l'Éthiopie ne diversifierait-elle pas ses accès à la mer? Je crois que le projet est assez bien avancé. Il y a un accès à la mer par le Kenya, il y a Djibouti, il y a le port somalien, il y a l'Érythrée. Les possibilités ne manquent pas. Je ne pense pas que l'Éthiopie soit condamnée
à user de la violence pour accéder à la mer. Ce serait, je l'aurais dit, ajouter la violence à la violence. Or, la Corne de l'Afrique n'en a vraiment pas besoin. Alors, de cette situation de la Corne de l'Afrique, qui est préoccupante, notamment justement en raison de différents conflits, de différents antagonismes. Moi, j'ai une pensée particulière pour justement la jeunesse. La jeunesse de cette partie, en particulier de cette région de la Corne de l'Afrique. Comment vous la regardez aujourd'hui? Quelles sont ses perspectives dans cette situation un peu chaotique de non-stabilité politique? Comment est-ce que cette jeunesse peut se projeter par rapport à l'avenir? C'est peut-être ce qui nous donne espoir, cette jeunesse dont vous parlez, effectivement, qui à Djibouti, par exemple, représente 70%, c'est à peu près la même proportion en Somalie et en Éthiopie. C'est peut-être cette jeunesse, l'espoir de la Corne de l'Afrique. Elle prend de plus en plus conscience des problèmes, elle agit de plus en plus. C'est la jeunesse qui a permis le changement en Éthiopie, hein, qui a permis l'avènement du Premier ministre Abiy Ahmed lui-même. Sans les jeunes Oromo et Amhara, il n'y aurait pas eu ce changement en 2018. C'est cette jeunesse qui est en première ligne en Somalie aussi et travaille au changement, enfin à la reconstruction et à la renaissance de ce pays. Elle fait ce qu'elle peut aussi à Djibouti. Je crois que vous la connaissez, la jeunesse djiboutienne, pour avoir été dans ce pays. Nous comptons beaucoup sur la jeunesse, nous autres acteurs politiques, mais aussi citoyens tout court. Nous n'avons pas le choix de toute façon. Nous ne pouvons que faire avec le jeune. Dans un pays où les jeunes représentent 70%, les moins de 34 ans, qui peut ignorer la jeunesse? D'ailleurs, si on arrive sur la Somalie, vous avez parlé tout à l'heure que la jeunesse, ça représente l'espoir de la Somalie pour qu'elle commence à renaître. Il y a aussi une déclaration qui a été faite par le président somalien pour la reconstruction de la Somalie, à créer que 2 partis. Est-ce que c'est pas l'option aussi qu'il faut envisager dans le reste de la Corne de l'Afrique, d'avoir des partis pour éviter que dans cette partie qu'il y a de tensions tribales ou des claniques, pour éviter ces problématiques? Est-ce qu'il ne faut pas s'orienter vers la création de regroupement des partis politiques? Il faut un dialogue national pour cela. On ne peut pas décréter un bipartisme ou un multipartisme limité. Il faut un dialogue national. Le président somalien, s'il est prêt à engager dans ce sens le dialogue avec la population, avec la société civile, avec les autres acteurs politiques, avec la jeunesse notamment, et que les Somaliens se mettent d'accord sur cette formule, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que d'imposer d'en haut comme ça une idée ou un format politique soit une bonne chose. Je me souviens, à Djibouti, en 1992, le multipartisme a été limité à 4 pendant une période de 10 ans. Puis, en 2002, il a été rouvert, il est devenu intégral. Je pense qu'il y a ce qu'il faut savoir en matière de multipartisme, c'est qu'il s'opère une sélection naturelle. Si les partis sont laissés libres de se former et que le système démocratique fonctionne normalement, sans entrave inutile, je pense qu'avec le temps, il y aura des regroupements. Il y aura des regroupements, des sensibilités se regrouperont et il restera du foisonnement initial. Il y a toujours un foisonnement au début. Du foisonnement initial, il restera quelques grandes forces. Il faut peut-être faire confiance au génie du peuple, faire confiance aux jeunes et aux autres, et en mettant en place un cadre qui permette une émulation, un fonctionnement sans débordement, plutôt que de chercher à décréter tel ou tel dispositif. C'était aussi une crainte qui a été formulée par les présidents djiboutiens à un moment, à l'époque de l'ISN, où il avait dit que le pays
ne pourrait peut-être pas être gouvernable s'il y a trop de partis. Est-ce que ma question qui suit celle-ci est quel est l'état aujourd'hui des partis politiques à Djibouti? À Djibouti, il y a un parti qui fonctionne comme lorsqu'il était unique, c'est les partis au pouvoir, les Rassemblements populaires pour le progrès, pour ne pas le nommer, qui est au pouvoir depuis l'indépendance, et il y a l'opposition, qui est composé de plusieurs partis, dont les nôtres, le MRD, le premier parti à être légalisé en 1992 sous l'appellation de PRD. Nous avons été obligés de changer de nom pour retrouver notre égalité qui nous était arrachée de manière arbitraire. Donc l'opposition aujourd'hui, elle agit, le MRD agit. Il y a des efforts qui sont en cours pour qu'il y ait une coalition entre partis crédibles, une coalition digne de ce nom, si j'ose dire, qui soit différente, par exemple, de l'expérience de 2013 avec cette coalition plutôt électorale qui a tenu 3 ans et qui a fini par éclater parce qu'elle était, elle était condamnée à l'éclatement dès le départ parce que elle était trop hétéroclite pour durer. Et il y a donc des efforts en ce sens. Sinon, d'une manière générale, le pays reste bloqué du point de vue politique. Hein. Dans la pratique, le parti au pouvoir se comporte comme il se comportait avant 1992, entre l'indépendance et 1992, au moment où le système du parti unique était inscrit dans la Constitution et qu'aucune voix discordante ne pouvait se faire entendre. L'opposition n'est pas représentée, par exemple l'opposition crédible. Je ne parle pas de l'opposition domestiquée. Il y a officiellement quelques députés dits de l'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce ne sont pas des vrais opposants, ce sont des gens qui ont été cooptés par les pouvoirs en place. Donc l'opposition crédible n'est pas représentée à l'Assemblée, elle n'est pas représentée non plus dans les instances locales, encore moins au gouvernement. Et ça, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Vous vous en souvenez, lorsque aux dernières élections pluralistes, celle de 2013, l'opposition est allée en ordre, pas en ordre dispersé, mais ensemble aux élections. Elle a gagné jusqu'à 80%. Le régime a été incapable de justifier le résultat par lesquels il se déclarait vainqueur. Il a été incapable. Nous autres de l'opposition avions le preuve qu'il fallait pour montrer notre victoire. Le régime, non. D'où la crise post-électorale qui a obligé les régimes à signer un accord cadre avec l'opposition, accord qui permettait donc de sortir de cette crise, mais moyennant des réformes immédiates, des réformes démocratiques. C'était en fait une manière de reconnaître pour le régime qu'il avait tout simplement volé la victoire à l'opposition. Malheureusement, cet accord n'a pas été appliqué. Justement, dans cet accord, le président Guelleh vous accuse aujourd'hui d'avoir déserté la table de négociation et qu'il n'a personne aujourd'hui pour négocier avec lui. Pour aboutir, pour appliquer cette... Ce serait plutôt l'inverse. Ce serait plutôt l'inverse. C'est le président Guelleh et son gouvernement qui ont tourné le dos à l'accord, qui ne l'ont pas appliqué, qui par exemple refusent toujours de mettre en place cette fameuse commission électorale nationale indépendante, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'élections libres et transparentes à Djibouti, comme ailleurs d'ailleurs. Ce n'est pas de la responsabilité de l'opposition, mais plutôt du pouvoir en place. C'est évident, tous les observateurs qui suivent de manière un peu attentive la situation à Djibouti le savent. Je ne parle même pas des Djiboutiens à qui l'on ne peut pas raconter d'histoire en la matière. D'ailleurs, vous parlez du président Guelleh et vous parlez un peu de la situation politique. D'une manière globale, on sait qu'il a été réélu, je crois, en 2021, si mes souvenirs sont exacts, et que la prochaine présidentielle devrait se tenir en 2026. 26. 2 petites questions par rapport à ça. La première, d'une manière plus globale, quel bilan vous faites de sa gestion du pouvoir depuis qu'il est là? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que vous serez candidat à la présidentielle de 2026? Quel bilan?
Pour le président Guelleh, depuis 1999, ça date de prise du pouvoir. Il n'a pas été élu. Voilà, il a pris le pouvoir. Mais c'est une situation en ruine qu'il laisse le président Guelleh, qui est aujourd'hui vieillissant, pas en bonne santé. Une situation en ruine qui saute aux yeux lorsque l'on se rend en Djibouti. Le bilan se voit dans les rues, dans l'état de nos routes qui sont en lambeaux, dans nos villes, où même les ordures ménagères ne sont pas enlevées à Djibouti. Je ne parle même pas des eaux usées, je ne parle même pas de la pauvreté, du chômage, notamment de jeunes, du mal logement, de l'absence de perspectives. C'est vrai que quelques infrastructures ont été réalisées, je parle notamment de ports, quelques ports, un certain nombre de ports, mais à qui profitent ces ports? Le Fonds monétaire international fait régulièrement des missions d'évaluation à Djibouti et régulièrement pointe l'insuffisance, pour ne pas dire l'absence de redistribution. Ces investissements, des investissements coûteux, et qui endettent l'État de Djibouti et donc le peuple de Djibouti, ces investissements ne profitent pas de manière équitable à tous les Djiboutiens. Le retombée économique, le bénéfice tiré de ces investissements vont à une minorité, vont au chef de l'État et à son entourage. Donc tel est le bilan. Si vous allez aujourd'hui à Djibouti, même en vous limitant à la capitale à Djibouti, c'est 60% de la population. C'est l'essentiel de l'activité économique du pays. C'est la capitale politique aussi et administrative, évidemment. Mais si vous allez à Djibouti, mais vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre. Les présidents vivent dans une bulle, dans un quartier qui s'appelle le Haramous. C'est vrai que c'est un quartier huppé. Mais cela n'a rien à voir avec le pays réel. Le pays réel se trouve dans une situation catastrophique. Je pèse mes mots, dans une situation catastrophique. Je lisais hier un document qui je pense a été fait par un organisme français et qui évoquait la situation en Palestine. Ce document disait de la Palestine que c'était la plus petite économie de la région et que le Palestinien était le plus pauvre dans la région, et pour cause. Et que, donc dans le monde arabe, le seul pays qui fait moins bien, c'est Djibouti. Ce qui n'est pas très glorieux. Ouais, ce qui n'est pas très glorieux. Alors, la deuxième question, vous n'avez pas répondu. Oui, alors, Serrej, candidat à l'élection présidentielle en 2006, mais bien sûr que s'il y a élection, s'il y a une élection digne de ce nom, bien sûr que je serai candidat. Un parti politique existe pour conquérir de manière démocratique les pouvoirs. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, le MRD sera présent. Si, évidemment, ces militants et sympathisants en décident si je ne suis pas un dictateur, et si les membres du MRD me désignent candidat à cette élection, et si cette élection est digne d'être disputée, bien sûr. Je pense que le vrai problème qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de faire en sorte que les prochaines élections d'une manière générale, et les cadres démocratiques à Djibouti soient effectifs. Il faut qu'il y ait un vrai cadre démocratique, pas une démocratie de façade. C'est vrai que sur le papier, Djibouti c'est une démocratie, il y a une constitution, il y a des principes démocratiques, etc., une certaine séparation de pouvoir. Mais dans la réalité, c'est le système du parti unique. Donc il nous faut faire en sorte qu'il y ait une vraie démocratie, qu'il y ait des vraies élections libres et transparentes, qu'il y ait une commission électorale nationale indépendante, et dans ces conditions-là, il n'y aura pas de raison pour que les MRD ne soient pas présents. Justement, pour cette prochaine élection 2026, le président Guelleh a dit qu'il ne serait pas. Il avait dit que lors d'un entretien avec Jeune Afrique, il a signifié que la dernière fois, c'était sa dernière, il était presque obligé d'y aller. Est-ce que vous y croyez?
Qui peut croire, monsieur Ismaël Omar Guelleh? C'est ce que vous dites là, cette promesse, il l'a faite et refaite combien de fois au cours de son deuxième mandat, je me le rappelle, il a déjà promis de ne pas se représenter une troisième fois. Il a fait modifier la Constitution, il s'est représenté, il s'est auto-reconduit, il l'a fait une quatrième fois, il en est à son cinquième mandat, illégitime, puisqu'il n'a pas été élu de manière démocratique. Ce n'est pas un secret c'est un secret pour personne. Donc, non, il est difficile de croire Ismaël Omar Guelleh. Ismaël Omar Guelleh, c'est plutôt le genre à mourir au pouvoir. C'est quelqu'un qui se voit président à vie. Cela se voit à la manière dont il dirige le pays, à la manière dont il foule aux pieds les principes démocratiques et notamment la Constitution. Donc, mais à la limite, Ismaël Omar, ça ne doit pas être un problème pour les Djiboutiens. Ismaël Omar, il a fait son temps. C'est aux Djiboutiens de prendre des responsabilités et de faire en sorte que ce pays soit enfin dirigé de manière digne de lui, c'est-à-dire démocratique, et pour que la société djiboutienne, qui est une société fraternelle, puisque il y a des liens profonds entre les uns et les autres, soit prospère et vive donc dans la dignité et la décence. Justement, quelle est la situation économique et sociale de cette population djiboutienne? Comment ils vivent les Djiboutiens? Je le disais tout à l'heure, dans la pauvreté, pour ne pas dire dans la misère sociale. À part les gens qui sont au pouvoir, à part Ismaël Omar Guelleh et son entourage, et les quelques milliers d'obligés qui gravitent autour de lui, qui vit aujourd'hui décemment à Djibouti? Sincèrement. Et c'est ça le paradoxe dans un pays qui ne manque pas de ressources, qui est le principal accès à la mer de l'Éthiopie, une économie de plus de 110 millions, un pays qui abrite tant de bases militaires, qui paye des loyers, qui peut dire que non, il y a un vrai problème. Il y a un problème qui s'appelle Ismaël Omar Guelleh et son système. Bon, l'homme approche peut-être, l'homme est vieillissant. Bon, il y a une solution biologique à tout un chacun. Hein. Personne n'est éternel sur cette terre, pas plus lui que nous. Mais il y a des avancées scientifiques. Voilà, mais il se trouve qu'Ismaël Omar est âgé. C'est pourquoi je disais que ce n'est plus un problème. Mais le système est là. C'est qui place les Djiboutiens devant leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de constater et de se lamenter en permanence. Il s'agit d'agir. Il nous faut agir. Les Djiboutiens doivent comprendre ça. Où il y a besoin d'action, la parole ne suffit pas. Il faut agir. D'ailleurs, nous arrivons presque au terme de notre émission. Vous avez répondu tout à l'heure que 2016, si les conditions s'y prêtent. 2026. 2026, voilà. Si les conditions s'y prêtent, vous y irez. Si, de l'autre côté, vous êtes investi par votre parti. On voit aussi que du côté du pouvoir en place, le président Ismaël Omar Guelleh, quelle que soit la croyance qu'on peut avoir, il est vieillissant et il y a des chances qu'il ne pourra pas y aller. Qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de Djibouti après cette élection? L'avenir de Djibouti sera ce que nous autres Djiboutiens en ferons. Si, comme je le disais, nous faisons bloc, et que nous agissons comme il se doit, je pense que nous pourrons imposer les changements. Nous avons failli y arriver dans le passé, entre 2013 et 2014, lorsque l'opposition était unifiée et que le peuple a suivi. Nous avons créé un vrai rapport de force, de manière pacifique, sans recours à la violence, sans effusion de sang. Je pense que les Djiboutiens en sont capables. Seulement, il faut qu'ils le veillent et qu'ils le fassent.
Donc l'avenir, il est entre nos mains. Notre avenir ne réside ni en Europe, ni ailleurs. Il réside à Djibouti, entre nos mains. C'est à nous autres de les forger cet avenir. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que un pays souverain, c'est un pays où il n'y a pas de base militaire externe, où il y a une dette, en tout cas, qu'il y a un pays non endetté. Djibouti cumule les deux. C'est un pays où il y a des présences de bases militaires externes, des grandes puissances étrangères qui sont en place. Et de l'autre côté, c'est un pays très endetté. Si vous arrivez aux responsabilités, quelle sera votre réaction, que ce soit les bases militaires ou la dette? Pour ce qui est de la dette, il faudra, la question se posera, la question de la dette, la question des conditions dans lesquelles cette dette a été contractée, tout cela se posera. Je reste convaincu que nous pourrons nous entendre avec les bailleurs de fonds, avec les partenaires, puisque si la volonté du peuple fait qu'il y a un changement démocratique, cela ne pourra pas être ignoré par les uns et les autres. Pour ce qui est des bases militaires, c'est vrai que Djibouti occupe une position stratégique. Les pays qui sont militairement présents à Djibouti le sont pour leur intérêt. Nous le savons aussi. On peut citer un peu ce pays-là quand même. Oui, nous pouvons citer la France, ancienne puissance coloniale, présente à Djibouti depuis notre indépendance de 1977, les États-Unis d'Amérique, le Japon, l'Allemagne qui n'a pas de base permanente, mais voilà. Il y a même des soldats espagnols qui sont stationnés dans la base militaire française. Il y a une forte base, une grande base chinoise, etc. Donc les bases, une autre japonaise, tout à fait, moins importante que la chinoise. Je ne sais pas s'il y a encore une base saoudienne. C'est peut-être à l'état de projet. C'est à l'état de projet. Donc ces pays-là sont là pour leurs intérêts. Et nous autres avons aussi des intérêts. Il faut que les Djiboutiens trouvent leur compte dans cette présence militaire multiple du point de vue économique. Il ne faut pas que ces bases soient une forme de soutien à la dictature. Et la plupart des pays qui ont une base militaire à Djibouti sont des démocraties, les États-Unis, la France, le Japon, l'Italie, etc., etc. Mais il faut que cette démocratie qui fonctionne chez eux, voilà, ait droit de citer aussi à Djibouti. Il faut arrêter l'hypocrisie qui consiste à discourir sur la démocratie et les droits de l'homme, de le respecter sur son propre sol, et de ne pas le soutenir comme il se doit ailleurs. C'est d'ailleurs de cette hypocrisie qui profite d'autres acteurs puissants du monde. La Chine a beau jeu de dire, l'on nous accuse, nous, d'autocratie, mais qu'est fait l'Occident dans les pays où il y a des dictateurs? Est-ce qu'il ne s'accommode pas quand il ne les soutient pas de ces gens-là? L'Occident est-il dans ces conditions bien placé, qualifié pour nous donner des leçons de démocratie? Donc il faut que l'Occident soit cohérent avec lui-même sur le plan de la démocratie et des droits de l'homme. Djibouti est demandeuse de démocratie, le peuple djiboutien aspire à la démocratie, ailleurs en Afrique c'est le cas. Il ne faut pas que l'Occident fasse partie du problème de la dictature. Ses intérêts les situent objectivement du côté des peuples, pas du côté des gouvernants. Les gouvernants ne sont pas éternels, ce sont des individus. Ce qui prime, ce qui importe, ce sont les peuples. Justement, ma toute dernière question, avant de passer à la dernière question de Jean Célestin, pour clôturer notre émission. Ma dernière question, c'est, il y a une affaire bondante devant le tribunal international entre Djibouti et Djibiouer.
Djibouti perd chaque tribunal dans le monde. Si vous arrivez là aussi aux responsabilités, quelle sortie vous envisagerez? Ben, nous prendrons langue avec les Émiratis et nous réglerons avec eux le problème. Cela fera partie de l'héritage négatif de ce régime, mais il faudra le régler et en accord avec les Émiratis. C'est vrai, vous faites allusion au procès qui a suivi la rupture du contrat de concession du port de Doralé entre le pouvoir djiboutien et Dubai Port International, Dubai World aujourd'hui. C'était au début Dubai Port International. C'est vrai, Djibouti a perdu à plusieurs reprises. Mais c'est un problème qui reste sur la table et qu'il nous faudra régler en cas de changement. Merci. Jean-Célestin, pour conclure. Oui. Je voudrais, en guise de conclusion, poser une toute dernière question qui permettra peut-être aussi d'être un peu plus optimiste par rapport à l'avenir. On l'a dit, il y a un monde qui est en construction, en destruction d'abord, parce qu'il n'a pas fini de se détruire. Hein. Il est en train de se détruire. Il va falloir qu'il se reconstruise. Et dans ce monde à reconstruire, je pense que l'Afrique aura probablement son rôle à jouer. Comment vous essayez de redessiner ou de dessiner les contours de cette Afrique qui va naître, disons, je projette à l'horizon 2050, comment vous dessinez les contours de cette Afrique-là? Moi, je suis plutôt optimiste et je ne suis pas le seul. L'Afrique, je la vois, elle est dynamique. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique. Il y a une bonne partie de l'Afrique qui avance. S'il y a crise dans certaines zones du continent, il y a une Afrique qui avance, qui crée, qui se développe, qui va de l'avant. L'Afrique, c'est l'avenir de ce monde. De la même manière qu'elle a été le berceau de l'humanité, l'Afrique est l'avenir de ce monde. Peut-être que la solution à bien des problèmes que rencontre l'humanité aujourd'hui se trouve en Afrique. La sagesse africaine, la créativité africaine, le dynamisme africain, la jeunesse de la population africaine, le regard africain, le rapport au monde qu'a l'Afrique. L'Afrique n'est pas le continent, de ce que l'on appelle la maîtrise de la nature, cette maîtrise qui n'en est pas une et qui nous a mené au réchauffement climatique. L'Afrique, c'est un certain rapport à la nature, c'est un certain rapport au monde, c'est un certain rapport à l'autre. Tout cela, je pense, est aujourd'hui indispensable pour que ce monde retrouve un peu quelque part sa raison et reparte sur de nouvelles bases. Et donc, pour moi, l'Afrique... l'Afrique, je la vois de manière tout à fait positive. L'Afrique de demain, qui est bien sûr en gestation. C'est l'Afrique d'aujourd'hui qui est lourde de l'Afrique de demain. Merci Daher pour cette émission. Et merci encore Jean-Célestin aussi. Merci beaucoup, Diamant. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci et bonne soirée à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et à nos téléspectateurs aussi. À nos téléspectateurs sur la Voix du Djibouti. Et sur News Africa 24. Merci.